sera OK. Donc, bienvenue à tous dans cette dernière journée de la 5e édition de l'Université d'été de Riposte Internationale, deuxième partie de journée. Nous allons aborder encore une fois la question des droits de l'homme. Mais cette fois-ci, nous allons nous déplacer en Tunisie pour parler de la situation aujourd'hui, en ces temps, la situation d'actualité autour de la question d'exaction sur les militants, militantes et citoyens, tout ce qui concerne le non-respect du droit et des droits humains dans ce pays. Alors pour rappel assez rapide que la Tunisie a connu un grand changement politique à partir de 2011, avec la chute du régime de Feu Ben Ali. Elle a connu une période de transition qui a duré quand même quelques années. Cette période de transition a finalement abouti à une élection présidentielle qui a mis l'actuel président à la tête du pays, à savoir Kais Saied. Depuis son ascension au pouvoir, le président qui se présentait comme étant un homme de droit, rappelons qu'il était enseignant de droit constitutionnel à l'université, a manipulé la constitution tunisienne, le droit tunisien, de manière à s'arroger les pleins pouvoirs dans ce pays, à réduire le pouvoir législatif du Parlement, le pouvoir du Parlement, à réduire tous les contre-pouvoirs et détenir la décision pleine et entière entre ses mains en se basant sur des techniques populistes, des techniques de dictature, des techniques de faire peur aux populations, arrestations et compagnie. Son régime travaille en étroite collaboration avec le régime algérien sur la question notamment des services de sécurité. Cela aboutit bien sûr au kidnapping de détenus d'opinion en Algérie et aussi d'autres militants qui ont été inquiétés. Certains ont été arrêtés, d'autres ont réussi quand même à s'échapper et cela va à l'encontre de toute logique souveraine d'un gouvernement, d'un pays. Et c'est dire que l'intersection des buts et objectifs des deux régimes est assez particulière. Donc, Maître Bedri est présent avec nous, avocat et activiste des droits de l'homme. Aujourd'hui, devant vous, il va nous faire un rappel de la situation à l'heure actuelle en Tunisie. Et je lui donne la parole, Maître. Merci. Merci. Alors, pour parler ou dresser un tableau des droits de l'homme en Tunisie, je vais aborder selon voilà, la prise de 4 voies prioritaires à mon sens pour les droits de l'homme. Et puis on peut évoquer lors de l'échange d'autres aspects ou d'autres droits de l'homme. Je vais donc parler de droit à la participation aux affaires du pays, le droit au procès équitable, le droit à l'expression et les droits économiques et sociaux. Pour les droits à la participation aux affaires de son pays, qui est un droit consacré par les instruments de droits de l'homme dont la Tunisie a ratifié, je parle bien sûr des instruments onusiens, africains. Donc là, pour ce qui est du 25 juillet 2021, on n'est plus dans l'analyse politique où on a maintenant une vérité juridique et judiciaire quant à ce qui s'est passé le 25 juillet 2021. En fait, on a un arrêt de la Cour africaine des droits de l'homme et des peuples qui ordonne à la Tunisie, qui bien sûr déclare la Tunisie comme qu'elle a violé ce droit de participation des citoyens et ordonne à la Tunisie de retourner à la démocratie constitutionnelle, rien de tel pour voilà,
dire et confirmer que c'était un coup d'État de la part de Kais Saïd. Et bien sûr, la Tunisie n'a pas obtempéré à cet arrêt, mais M. Kais Saïd n'a cessé de prouver que cette décision de la Cour africaine était bien fondée, et voyez bien qu'il s'agit de détournement et sonner le glas de la transition démocratique en Tunisie. Donc on avait M. Saïd qui a fait rédiger tout seul une constitution. Cette constitution a amené une architecture de pouvoir présidentialiste, hyper présidentialiste, parce qu'il y a un seul pouvoir et les autres soi-disant pouvoirs sont des satellites. Seul le président qui détient le pouvoir, et il a refaçonné l'ISI, qui est l'instance des élections. Il nomme ses membres et il peut les révoquer à tout moment, sans motif. Voilà donc ce qu'il en est. Et puis, toutes les élections qu'il a fait, ce sont des records mondiaux d'absentéisme. Et on a eu, tout le monde disait que les élections de 2024 vont fermer cette parenthèse de dictature. Alors, on a vu des candidats traduits devant les tribunaux pour complot contre la sécurité de l'État. On a vu des candidats lésés qui refusent de soumettre les formulaires, créer des conditions nouvelles. Bon, bref, en fin de compte, on a choisi 2 figurants pour être candidatés avec le président dans ces élections. Il y a des candidats qui ont contesté le fait qu'ils ne figurent pas dans la liste présidentielle. Ils ont resté devant le tribunal administratif, qui est le tribunal compétent, et le tribunal administratif ordonné, et qu'ils sont réintégrés dans la liste des candidats. Rien n'est fait, l'ISI a refusé d'obtempérer. Voilà, donc elle a dit, c'est moi, la Constitution me confie l'organisation des élections, donc je me permets même de violer les décisions de la justice. Bon, pour vous donner aussi une idée sur le Parlement, l'Assemblée nationale qui existe maintenant, lors de la préparation de leur règlement antérieur, il était question de définir l'opposition. Et là, ça a éclaté. Les membres qui sont issus de partis politiques, bien évidemment pro-Kais Saïd, ont dit, nous sommes des partis, nous ne sommes pas de l'opposition. On a soutenu le président Kais Saïd. Et les indépendants disaient, nous, on concrétisait la pensée même de M. Kais Saïd. Il est anti-parti, c'est vous l'opposition. Et ça a éclaté, et ils sont sortis dans les médias pour En fin de compte, on a fait un règlement intérieur sans opposition. Il n'y a pas de mot d'opposition dans le règlement intérieur. Donc voilà, il y a des commissions, comme vous le savez, parlementaires, qui normalement sont présidées par l'opposition. Donc on n'a pas d'opposition. Voilà, pour vous donner une idée sur ce Parlement qui est en fin de compte un bureau d'ordre. Il n'y a que les projets présidentiels. D'ailleurs, le gouvernement aussi n'a aucune prérogative. Il exécute sous les instructions du président. C'est inscrit dans la Constitution. Voilà, donc.
Bon, vous avez bien compris qu'il ne s'agit plus d'État, c'est un régime. Pour le droit au procès équitable, le schéma est presque le même. Le 25 juillet 2011, le président Kais Saïed, lors de son discours annonçant l'application de l'article 80, il a dit qu'il va être à la tête de le ministère public. Bon, après, je ne sais pas comment il a compris que ça ne se fait pas, il n'a pas décrété ça. Mais la couleur est annoncée. En février 2022, il a décrété un décret présidentiel qui annule un décret, une loi organique. Donc là, le principe de hiérarchie des normes totalement bafoué. Donc, qu'est-ce qu'il y a dans ce décret? Il dit une solution du Conseil supérieur de la magistrature. Ce Conseil supérieur de la magistrature, issu de la Constitution 2014, qui est le premier Conseil supérieur de magistrature élu dans la région et dans le monde arabe. C'est un conseil indépendant. Bon, le bilan n'est pas tout à fait louable, mais quand même, c'était un conseil supérieur indépendant, élu, et il a instauré un conseil supérieur provisoire qui nomme les membres tout simplement, et il a le droit de les révoquer à tout moment et sans motif. Voilà, bon, il a le droit, il y a le dernier mot sur la désignation des grands magistrats. Le ministre de Justice aussi peut intervenir dans le cursus professionnel des avocats. Et puis, quelques mois après, on a le décret 35-2022, par lequel M. Kais Saïed s'arroge le droit de limoger, de licencier tout magistrat, sans motif préalable, sans droit de défense, sans rien. Le magistrat révoqué est traduit automatiquement devant les cours pénales et il n'a pas le droit de contester sa révocation seulement si quand le jugement pénal soit définitif. Donc voilà, il ne s'est pas contenté de se doter de ce terrible instrument, il est passé à l'acte. Il a limogé 55 magistrats le soir même où il a décrété ce décret 35. Et bien sûr, il n'y a pas de motif, il n'y a rien. Certains de ces magistrats ont réussi quand même à obtenir gain de cause et un sursis d'exécution de la part du tribunal administratif. Et rien n'est fait. Monsieur le Président refuse d'obtempérer. Ils sont traduits devant les tribunaux, ils ne sont pas réintégrés. Et même ceux qui sont acceptés ou admis pour s'inscrire dans le barreau, le ministère public a contesté ça devant la Cour d'appel. Pour vous dire, et bien sûr, dans tous les discours, on menace d'une autre liste. Voilà donc, vous avez bien compris que les magistrats sont bien mis à part. Et puis, même le Conseil supérieur provisoire qu'il a fait et qu'il nomme est gelé parce qu'il ne nomme plus les membres, il n'y a plus de quorum, c'est la ministre de la Justice qui, quotidiennement, fait la mutation. C'est normal qu'un magistrat, parce qu'il n'a pas discerné un mandat de dépôt contre un justiciable, il rentre le lendemain, il trouve son bureau fermé avec un policier devant et lui dit: Monsieur le juge, vous êtes muté ou vous êtes limogé. Par simple note de service, des centaines et des centaines. Et bien sûr, c'est
la vieille recette de Ben Ali, hein. La politique du bâton et de la carotte. Ceux qui sont dociles vont être promus et ceux qui sont rétifs vont être mutés, généralement dans les régions, voilà, dans l'outback, dans les régions moins développées. Voilà, c'est une sanction qui ne dit pas son nom. En tout cas, donc, la Cour africaine aussi des droits de l'homme et des peuples a été saisie par 4 magistrats révoqués et elle a pris comme mesure provisoire, elle a ordonné à l'État tunisien de suspendre l'exécution et du décret 35-2022 et du décret 516 qui limogeait ces 557 magistrats et bien sûr rien n'est fait. Le décret numéro 12 aussi dans l'affaire 16-2021, la Cour a aussi ordonné son abrogation mais rien n'est fait. Voilà donc pour le droit du procès équitable et l'indépendance de la magistrature que je considère un élément essentiel pour les droits de l'homme, parce que vous savez bien que les violations des droits de l'homme, même dans les pays qui ne souffrent pas vraiment de problèmes quant à leur système démocratique, les violations, ça peut arriver. L'important, c'est la réponse de l'État, c'est de remédier. C'est là où la magistrature est vraiment d'utilité. Donc, tout ça, on ne parle plus d'indépendance de magistrature en Tunisie. Comme je le disais assez souvent, les tribunaux sont devenus les jardins derrière les postes de police, ou si on veut, le service après-vente de services de sécurité. Et c'est pourquoi on trouve des procès politiques. Bien sûr, ce régime voit le complot partout. Tous les opposants politiques sont presque dans la prison, avec des peines de dizaines d'années pour crimes de complot et de terrorisme. Donc voilà, et on s'inspire bien du régime algérien. Là. Donc, et puis, il faut dire que ce n'est pas vraiment une réaction, c'est une anticipation, parce que le régime comprend bien que tant qu'il n'y a pas d'alternative, il va rester au pouvoir. Il n'a aucune condition de pérennité, mais le fait qu'il y a derrière lui rien, il est bien conscient que l'absence d'alternative fait qu'il restera au pouvoir. Maître, permettez-moi juste de vous interrompre pour une question, puisqu'on est sur le cas de la magistrature précisément, sachant que El Saïd était enseignant de droit constitutionnel. Comment est-ce qu'on peut, de cette manière, en étant enseignant de droit constitutionnel, bafouer la loi sans avoir au moins une petite finesse dans cette approche-là, puisque, comme vous le faites rappeler, on ne respecte même pas la hiérarchie des lois, puisqu'un décret présidentiel vient annuler une loi organique. Oui, merci pour la question. En fait, M. Khaïs Saïd était enseigné de droit constitutionnel. C'est vrai, mais M. Khaïs Saïd, l'enseignant, n'est pas M. Khaïs Saïd le politicard. Hein. Pour lui, c'est faire de la politique, c'est Machiavel, hein. C'est le renard et le lion. Voilà, donc il faut avoir les vertus, mais il ne faut pas y croire. C'est fatal d'y croire pour un politicien. Selon Machiavel, voilà, donc c'est ça, c'est son approche de la politique. Et puis, bien sûr, il est la contre-révolution. Il est là parce qu'il a accepté de jouer la contre-révolution, tout simplement. Donc, il n'est pas question de mettre à exécution tout ce qu'il a enseigné. Hein. Donc,
Malheureusement, oui. Il y a un paradoxe abyssal. Non, pour lui. Non, comme disait Ibn Khaldoun, le sultan ou le président doit être Shawka. Ibn Khaldoun parle de Shawka, c'est-à-dire, ou le Léviathan qui a parlé de Léviathan. C'était Hobbes, oui, c'est ça, c'est Thomas Hobbes, oui. Donc voilà, pour être président, il faut être l'ogre. Et le peuple doit non pas l'aimer, mais le craindre. Parce qu'on peut trahir ceux qu'on aime ou contrarier, mais ceux qu'on a peur, non. Donc voilà, c'est une théorie médiévale, si vous voulez, mais c'est comme ça. Donc, et puis, il a bien compris que, voilà, donc il n'y a pas une autorité centrale, il n'y a pas de respect du peuple envers l'autorité, et que le peuple a besoin de... c'est ce qui fait... et puis, il n'est pas seul, hein, c'est tout un régime, il y a l'armée, il y a les forces de sécurité, même s'ils ne sont pas si structurés que l'armée, et puis il y a les puissances étrangères qui ont malheureusement leur mot à dire, hein, les Américains qui financent l'armée tunisienne, c'est pas pour nos beaux yeux, il y a nos voisins, les militaires algériens, qui voient mal toute germe de démocratie, ou voilà. Donc il y a aussi les pays du Golfe qui ont tout fait pour étouffer les révolutions arabes, même si, bon, pour moi, une révolution, c'est une révolution par les résultats, mais pas une révolution par des faits. Le fait qu'on a destitué quelqu'un ou cassé quelques équipements ou je ne sais quoi, c'est pas une révolution. La révolution, c'est intellectuel avant tout. C'est une alternative à ce qui nous a fait révolter. Donc, et 10 ans et 20 ans, c'est pas vraiment la chronologie pour jauger les résultats d'une révolution. Même Kais Saïd n'ose pas dire ou contredire la pensée révolutionnaire. Au 25 juillet, il a dit qu'il est un mouvement de réforme par rapport à la révolution. Il accusait les partis politiques de trahir la révolution de 2011. Même si il a essayé, par le changement de date, de s'approprier sa propre version de la révolution. On a eu droit au 19 juin. Voilà, donc quand même, c'est-à-dire, on a vécu un épisode ou 2 épisodes. C'est pas la messe n'est pas dite pour moi au moins. Voilà, donc. Bon, pour ce qui est le droit à la libre expression, aussi on a eu droit à un décret, qui est le décret 54, qui est normalement, qui vient organiser la cybercriminalité. Donc, a priori, ça n'a rien avec... mais voilà, on a fait feu de tout bois. Le simple fait qu'une publication, une interview devant les médias, pour les médias, on a ce qu'on appelle le décret 115-2011, qui est un texte conforme aux critères internationaux pour les journalistes et pour toute expression dans les médias, et qui ne priorise pas la prison, et qui, voilà, donc c'est un texte au diapason, disons, de tout ce qui se fait au niveau de la liberté de la presse. D'ailleurs, il s'appelle le décret de la liberté de la presse. Donc ça a été totalement évincé dans la pratique par ce décret 54 où il y a un article 24 qui réprime les intox, voilà, donc, et la diffamation, et ça peut aller jusqu'à 10 ans si il s'agit de
agent public, un fonctionnaire. Et puis, on a tout le monde, même si les journalistes, normalement, réclament l'application de 215, mais rien n'est fait. Tout le monde est passé par la case de l'article 24 du décret 54, des dizaines et des dizaines. Ça commençait avec les journalistes et les politiciens, et ça finissait avec tout le monde, même le citoyen lambda, dont je sais quel bled, il écrit, il suffit qu'il est traduit. Pour vous donner une idée, en 2023, Kais Saïed a décrété une amnistie pour ceux qui sont traduits juste pour l'article 24. On a eu plus de 1000 personnes, parce qu'on n'a pas de statistiques, mais il s'est avéré le phénomène. Bon, voilà, pour ce qui est, bien sûr, on a eu le fameux décision judiciaire de peine de mort pour un statut Facebook. C'était un gars qui n'est pas vraiment ni connu comme activiste politique, ni activiste en droit de l'homme. C'est pas une menace. Voilà, qui est traduit pour terrorisme et qui s'est trouvé avec une peine de mort. C'était à Grand Balia, à côté de Naples. Bon, je peux vous expliquer comment on a... Bon, il s'agit d'un président de chambre qui est désigné par la ministre de la Justice par simple note de service, comme on a dit. Donc, il est cautionné par l'autorité. Bon, la chambre criminelle, c'est 5 magistrats. Pour une peine de mort, il faut 4 magistrats qui sont d'accord. Donc, il était question de délibérer, et il a appelé les autorités, puisqu'ils ne sont pas dépendants. Alors, on a ce dossier. Qu'est-ce qu'on va décider? Ils lui ont dit le maximum. Non, pour eux, le maximum de prison. Mais comme le texte, il y a une peine de mort, et ils nous ont jugé. Vous avez demandé le maximum. Oh, personne ne me convaincra que 4 juges ont décidé la peine de mort. Mais ben voilà, le président de la Chambre, il a dit j'ai des instructions. Voilà, quand la presse mondiale s'est emparée de la question, on a envoyé quelqu'un pour le pauvre type pour retirer son appel. Imaginez quelqu'un qui est condamné à la peine de mort, qui se désiste de son appel. Hein? Bien sûr, il s'est désisté pour son appel parce que le président veut le gracier et arrêter cette hémorragie de la presse qui, même si la grâce présidentielle confirme la condamnation. Donc elle arrête juste l'application. Voilà, et puis il y a d'autres détails aussi juridiques, des violations qu'on va pas en parler. Donc ça pour le droit à l'expression. Et puis il y a les droits économiques et sociaux et environnementaux aussi, qu'on a malheureusement l'habitude en tant qu'activistes de droits de l'homme et même des politiciens qui sont opposés au régime en place à négliger. Et d'ailleurs, c'était la talent d'Achille de l'expérience démocratique ou la période de transition démocratique en Tunisie. Voilà donc, en quelque sorte, il y avait comme un deal, avec 25 juillet 2021, comme si les droits politiques et civiques sont une entrave aux droits économiques et sociaux. Le raisonnement est populiste, certes, mais c'est un peu efficace. C'est-à-dire, à l'ère Ben Ali, on n'avait pas des libertés, mais on avait quand même de la richesse. On mangeait bien, on était en sécurité, voilà. Donc, les libertés contre ces droits, c'est un peu ce qu'on a insinué. Et en fin de compte, on n'a plus les libertés et on n'a pas les...
Voilà, je vous épargne les mensonges de M. Kais Saïd qui dénonçait l'abus des crédits internationaux alors qu'il est devenu le champion. Statistiquement, il a inondé le déséquilibre financier, le pouvoir d'achat. Voilà, on est arrivé avec M. Kais Saïd en Tunisie à des épisodes qu'on ne croyait pas qu'on peut, comme une pénurie de pain, de sucre, de coupure d'électricité, d'eau. Voilà, bon, c'est la catastrophe. Même sur le plan environnemental, quand il était candidat, il est allé à Gabès où il y a ce complexe chimique qui a vraiment, c'est un crime, comme il n'a cessé de répéter, mais il n'a rien fait. Il a maté. Non, c'est pas le justifié, c'est un mouvement citoyen. Plusieurs de ses fans étaient dans le mouvement. Quand même, on ne peut pas mourir pour le leader Massimo. Il y a des fuites de gaz létales, il y a un taux de cancer. Oui, c'est très. Voilà, il y a. Exactement, donc il n'y avait rien. On ne peut pas quand même abdiquer à sa vie. Et avec ça, rien n'est fait. Il est allé 2 ou 3 fois et le gouvernement a enlevé le phosphogypse, qui est un élément très polluant de la liste des polluants en Tunisie. Donc voilà. Maintenant, ils sont condamnés à la pollution, tout simplement. Même si, en fait, je profite pour vous dire qu'on est en train de mener un contentieux stratégique là-dessus. Il s'agit d'ester contre une société multinationale française qui est installée là-bas. Voilà, on l'avise judiciairement ici par ce qu'on appelle le droit de vigilance, qui est un texte de loi assez extraordinaire et qu'on veut promouvoir comme outil de prévention de droits de l'homme, parce que sur place, en Tunisie, ou en Afrique, ou n'importe où dans le monde, ces filiales se permettent de bafouer tous les lois, voilà. Donc, mais la société mère répond ici, bien sûr, pas toutes les sociétés, il y a des critères et tout ça, il y a des procédures, mais je crois que c'est important et j'invite Riposte aussi à s'y intéresser comme un contentieux stratégique s'il y a des sociétés françaises qui sont impliquées dans des problèmes d'environnement ou des droits de l'homme aussi. Hein. Ça va aussi pour les droits de l'homme. Voilà donc pour retourner en Tunisie. La carte postale démocratique n'a pas été efficace, je dirais, mais bon, maintenant, c'est un régime vassal des militaires algériens, ça c'est connu. C'est un régime qui viole non pas les droits de son peuple seulement, vous me dites a fortiori, c'est normal qu'il viole les droits des migrants subsahariens, où il y a des exactions qu'on peut qualifier ou qualifiables de crimes contre l'humanité, mais ces pauvres gens n'ont pas d'association assez... il n'y a pas vraiment de financement pour documenter tout ça, parce que pour la CPI, un dossier non documenté ne peut pas prospérer, le signalement doit être bien documenté, malheureusement ce n'est pas le cas, et voilà, il a accepté de recevoir ces immigrés et il prend de l'argent pour faire le gardien des frontières maritimes. Il ne peut pas s'opposer au flux venu d'Algérie, puisque... Les frontières sont ouvertes. Oui, voilà, il n'ose pas contredire les autorités algériennes qui nous fournissent toutes sortes
d'énergie, l'électricité. Ces jours-là, on m'a dit même de l'eau minérale, comme si l'Algérie a beaucoup d'eau. Hein. Bon, d'accord. Bref, il lui donne juste ce qu'il faut pour rester le nez sur l'eau, ou hors de l'eau. Donc voilà ce qui est devenu de la Tunisie. Il serait peut-être lacunaire de ne pas parler de l'opposition, même si j'ai toujours des réserves sur le mot opposition, parce qu'opposition, ça présume un jeu démocratique où il y a le pouvoir et l'opposition. La position tunisienne n'a pas appris la leçon, tout simplement. Ils ne sont pas d'accord sur rien, ils ne présentent rien. Et je profite aussi pour souligner la différence qu'il y a entre un activiste de droits de l'homme et un politicien. Parce que l'activiste de droits de l'homme peut parler, bien sûr, des violations, il est un peu idéaliste si on veut, parce que sa mission ne va pas se terminer avec la rupture avec la dictature. Il y a toujours du pain sur la planche pour un activiste de droits de l'homme. Mais le politicien peut, bien sûr, adopter toutes les causes justes des droits de l'homme, mais ce n'est pas son rôle essentiel par rapport au pays. Son rôle est, primo, donner un diagnostic plus ou moins exact et surtout proposer des solutions aux problèmes et aux défis. Avoir une conception stratégique. Malheureusement, dans l'opposition tunisienne, les partis sont étouffés, c'est vrai. Ils ne peuvent pas s'activer dans la rue comme... oui, c'est vrai, mais ça n'empêche qu'ils sont toujours appelés à produire une conception, une idée. Et c'est ça leur rôle. C'est-à-dire, aujourd'hui, en Tunisie, malheureusement, il n'y a pas d'offre politique de la part de l'opposition. Et il y a des illusions comme si on doit tous s'unir. Non, s'unir, oui, sur des points, sur l'épisode transitionnel, oui, mais il ne s'agit pas d'union fusionnelle. Sinon, où est l'intérêt? C'est l'unité d'action. Oui, si on veut. Bon, chacun dans son couloir, mais voilà, donc bon, peut-être je suis un peu loin des... Non, mais c'est le but aussi, hein, c'est de pouvoir Voilà. un état des lieux. Et voilà, Les quatre points que vous avez énoncés ont été abordés, donc un état des lieux sur les exactions juridiques et judiciaires commises en Tunisie par le pouvoir actuel, définies entièrement dans la personne du président de la République tunisienne, Kais Saïed. Donc d'abord sur l'aspect judiciaire, ensuite sur le droit au procès, deuxièmement le droit à l'expression et au final tout ce qui relève du droit économique et environnemental. Alors sur le quatrième point, je trouve très intéressant l'approche de Maître Baudry, puisque effectivement très souvent on s'occupe sur les points de discours d'opposition à nos régimes sur des questions de droits de l'homme ou sur des questions purement politiques, mais on a tendance très souvent à ne pas prendre en considération les aspects environnementaux, bien qu'aujourd'hui il va de soi que l'aspect environnemental est très important dans une projection socio-économique pour les challenges de demain, pour l'avenir des générations à venir, et ne pas le prendre en considération lorsqu'on établit des stratégies et des diagnostics, c'est vraiment donner le bâton pour se faire taper dessus par les pouvoirs qui sont déjà en place et qui ont cette longueur d'avance, pas intellectuelle, mais cette longueur d'avance de moyens, de logistique, de pouvoir médiatique à leur disposition et qui permet